l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées présente en diversité. Bonjour à tous et bienvenue dans En Diversité, le magazine qui dit non à la morosité. Vous ne le savez peut-être pas, et c'est mal, mais le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. De nombreuses associations vont la fêter, alors pourquoi pas vous? Je vous en reparle à la fin de ce numéro. En attendant, sommaire. Ce mois-ci, on parle d'art avec l'interview d'un des artistes exposants du MAD Musée de Liège. On renforce l'accessibilité à l'athlétisme grâce à une commune sensibilisée et à une technologie innovante. On s'invite en campagne dans l'un des 2 magnifiques gîtes de la ferme de Choquenay. Et on rencontre un salarié heureux et efficace de l'ETA Le Trait d'Union. Ce mois-ci, c'est avec un plaisir non fin que je vais vous parler du MAD Musée. Situé à Liège, ce musée s'inscrit dans le champ de l'art outsider, de l'art en marge. Il œuvre à la conservation, la diffusion, la sensibilisation et l'étude de production d'artistes handicapés mentaux. Autant vous dire que la collection, de portée internationale, véhicule une foule d'esthétiques et d'univers singuliers. Rencontre avec Daniel Sterks, artiste de l'exposition en cours, qui s'intitule Gentleman et qui vous attend jusqu'à fin novembre. Le MAD Musée est un musée dans le parc d'Avroy à Liège qui organise des expos temporaires, mais qui a aussi une collection permanente et un centre de documentation, un service éducatif, donc vraiment une activité, un lieu culturel qui défend, qui présente et qui documente le travail artistique de personnes handicapées. La collection du MAD Musée compte aujourd'hui environ 2000 pièces, toutes issues d'artistes handicapés ou malades mentaux, œuvrant dans un contexte d'atelier, donc ça c'est très important. Ici au musée, dans la galerie, on fait 4 expositions par an. Et cette expo-ci, qui sont des expos duo, où on montre 2 œuvres de 2 artistes qui ne se connaissent pas nécessairement, qui ne sont pas toujours non plus 2 artistes handicapés, mais où on croit que montrer ces 2 artistes en même temps relève autre chose dans leur travail. C'est moi. Allez. Là. Pas de noir, c'est noir. Noir, noir. C'est bon, elle y est, hein. Noir, noir, noir. Daniel est présent dans la collection depuis les origines de la collection, donc depuis, on va dire, avant 92. Et on suit Daniel depuis de nombreuses années, parce que c'est vraiment un artiste assez incroyable et qui est en même temps très très régulier. Donc voilà, il fait partie vraiment des artistes phares de la collection. La première fois que j'ai vu le travail de Daniel, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la façon très expressive de travailler, mais en même temps aussi une connaissance assez intuitive, je crois, de la technique de la peinture. Il maîtrise très bien le fait d'utiliser des aplats de couleurs et puis après de retravailler avec des éléments linéaires et plus graphiques qui donnent une expression très forte à ces personnages. Quand on voit sa peinture, pour certains, c'est une peinture agressive alors qu'il n'y a pas une once d'agressivité chez lui. Ça m'a frappé de voir avec quelle justesse il arrive à travailler cette technique et à refaire à chaque fois ces personnages qui nous regardent avec des yeux et un regard très expressif et très, très présent. Au début, il dessine les contours à l'acrylique généralement ou au fusain. Et puis après l'acrylique, il retravaille au pastel gras, sec. Il sourit. C'est un chipoteur aussi, donc il range, il chipote, il aime les couleurs, il chipote avec, voilà. Regarde, pastel bleu, pastel bleu, pastel. La pastel aussi? Ah, pastel, ah ouais.
Il y a une vingtaine d'œuvres de Daniel dans l'exposition et une dizaine de John Haas, plus ses dessins qui sont exposés d'une part, mais aussi montrés sans qu'on puisse vraiment les voir, mais où on voit la quantité de dessins dans laquelle on a dû faire la sélection. Et alors vous, qu'est-ce que vous aimez dans cette peinture? Je crois la force, oui, le mouvement, voilà, ce côté... J'aime pas dire brut parce qu'alors on va tout de suite faire le lien avec l'art brut et on sait que ce n'en est pas. Donc, mais oui, le côté brut, frontal, direct. Le MAD Musée est un musée, ce qui veut dire qu'on a une collection et c'est quelque chose d'assez conservatif, disons, et fixe. Mais autour de ça, on a quand même un dynamisme qui est lié à ce lieu et aux expositions qu'on y organise. Et donc, on est obligé d'ouvrir cette création des artistes que nous avons dans la collection, de l'ouvrir au monde qui l'entoure, quoi qu'il soit. C'est un métier qu'on fait parce que, d'abord, le contexte, donc tout ce qui est outsider et tout ça, c'est vraiment très, très intéressant, très riche. Et puis comme ça se fait, donc c'est un type de production qui est en action, qui continue à se faire, qui est en devenir et tout ça, c'est vraiment très stimulant. Donc on n'est pas dans quelque chose de passé, de fini, on est dans le contemporain. Et puis parce que c'est gai de montrer des expositions, c'est gai de faire découvrir ce type de création à des connaisseurs en art contemporain, à des novices, à des enfants. C'est gai de valoriser un type de création qui n'est pas encore, et qui ne le sera peut-être jamais, totalement établi. Le sport comme véritable vecteur de santé, de solidarité et d'émancipation, vous me direz oui, mais comment ? Eh bien, en prenant l'exemple de la commune de Flémal, qui, grâce à ses convictions, à une politique sportive et à un partenariat bien senti, est à l'initiative du projet Vénus et de son prototype miniaturisé électronique tout à fait innovant. Le champ des possibles des personnes moins valides s'ouvre encore un peu plus et vous pourrez dorénavant répondre à la question « Mais comment un coureur aveugle peut-il s'entraîner sur une piste d'athlétisme sans guide voyant ?» Eh bien, la réponse est là. L'idée est née il y a très longtemps, en 2010, où le centre sportif local de Flémal est venu nous trouver en nous demandant de développer un nouveau concept pour les athlètes malvoyants et non-voyants, avec les contraintes qui sont il ne faut pas toucher à la piste et il faut absolument que les gens puissent courir en toute autonomie. C'est un système avec deux éléments principaux, donc un boîtier qui est situé au bord de la piste d'athlétisme, qui permet de collecter les données et d'envoyer les informations à un boîtier qui est localisé sur l'athlète. Et donc ce boîtier qui est localisé sur l'athlète lui donne l'information de se diriger plus à gauche ou plus à droite. Donc voilà, ici, donc à l'instant où je vous parle, le boîtier ne vibre pas, donc c'est que j'ai un bon positionnement donc, sur la piste. Et donc, on va imaginer donc, que je suis en pleine course. Ici, moi, je vais partir de droite et vers la gauche. Et alors, je me déplace vers ma droite. Et voilà, donc les vibrations se mettent en marche sur la droite. C'est que je dois rechercher mon positionnement vers la gauche. Voilà, il n'y a plus de vibration. C'est que je suis de nouveau bien replacé sur la piste. Et on va refaire le test vers la gauche. Et les vibrations se mettent en marche vers la gauche, c'est que je dois rechercher mon positionnement vers ma droite. Et voilà, ça ne vibre plus, donc c'est que j'ai retrouvé un bon positionnement. Il faut savoir que tout ce qui est la gestion des tournants est extrêmement complexe. Et donc, il faut avertir de manière un peu différente l'athlète une fois qu'il arrive en début de tournant pour lui dire « Attention, maintenant, tu vas recevoir des signaux, mais ce sera pas seulement gauche et droite. Tu dois savoir que tu rentres dans le tournant. » Je veux dire que c'est assez simple pour les personnes malvoyantes, un peu plus compliqué pour les personnes non-voyantes, dans le sens où il faut, je veux dire, pouvoir se localiser par rapport à un couloir sur la piste.
Les personnes qui ont un léger résidu visuel, c'est un peu plus facile, tandis que pour une personne non-voyante, là, il n'y a aucun repère du tout. Et donc là, effectivement, il y a un apprentissage beaucoup plus long. À la base, il était conçu uniquement pour un seul couloir, une seule personne. Et il y a eu des développements supplémentaires qui permettent maintenant de courir à 2, 3 personnes ou 4. En fait, ça dépend surtout de la taille de la piste et de l'infrastructure qui est mise en place. L'appareil, il n'est pas compliqué. On doit faire attention à suivre les sons de l'appareil. Parce que c'est elle qui nous guide quand on rentre dans un virage, quand on sort du virage, quand on doit se mettre à gauche ou à droite, c'est elle qui nous guide et on doit être attentif aux vibrations qu'elle fait. Mais les quelques personnes jusqu'alors qui ont utilisé le système sont enchantées dans le sens où elles peuvent avoir une complète autonomie, elles ne dépendent de personne pour s'entraîner. Comme vous le savez, les personnes malvoyantes ou non-voyantes doivent avoir un guide pour se diriger quand ils courent. Et ici, c'est totalement l'inverse, ils peuvent courir à leur aise sans dépendre de qui que ce soit. Niveau gêne, on ne sent quasi pas l'appareil sur soi. Les vibrations sont vraiment infimes. Et alors ici, la particularité est de pouvoir être intégré donc, sur une piste parmi des personnes voyantes. Et c'est vraiment donc, la chose la plus exceptionnelle, c'est de tout miser sur l'intégration et de pouvoir donc, se retrouver parmi des personnes totalement valides et donc éviter d'une certaine façon le phénomène du ghetto. Je ne croyais pas qu'on pouvait faire un appareil comme ça et qu'il dit, ces gens-là, comme moi, à faire ça. Et moi, j'ai pleuré ce jour-là comme un petit gamin parce que... Voilà. J'encourage vraiment donc, toute personne mâle ou non-voyante, évidemment, donc, qui aime bien évidemment de faire du sport, de prendre contact avec les différents participants pour venir tester ce concept. Parce que, comme je le répète, donc, il y a vraiment une sensation de totale liberté et donc de retrouver une certaine forme d'autonomie ici pour la course et comme donc, dans beaucoup d'autres secteurs. Attention, séquence, prépare tes vacances, ton mariage, ton séminaire avec moi. Dans un cadre magnifique et enchanteur, entre le Condro et la Famenne, juste au pied des Ardennes, dans l'une des plus belles régions de Wallonie, découvrez ou redécouvrez le charme de la campagne. La ferme de Choquenay a le plaisir de vous accueillir dans 2 gîtes magnifiques, mélangeant subtilement charme d'époque et modernité, dans un style épuré et reposant. Regardez et prenez votre agenda. C'est un gîte à la ferme avec 10 chambres, dont 4 super adaptées aux personnes à mobilité réduite. Et nous pouvons accueillir jusqu'à 26 personnes, bébés compris. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour. Marie-France. Pour nous, c'était une évidence. Nous voulions faire un gîte adapté à tous, donc un gîte vraiment pour tout le monde. On a pensé aux personnes à mobilité réduite tout de suite. Maintenant, l'avoir réalisé et adapté dans une telle ampleur, c'est en allant à la rencontre des personnes à mobilité réduite. Là, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait être très pointilleux et que le détail avait vraiment toute son importance. Je suis très surprise de voir à quel point les détails ont été pensés. Et entre autres, il y a un système qui permet de descendre le pommeau de douche avec une ficelle. J'ai jamais vu ça nulle part. On sait sortir du véhicule sans problème. Le sol est plat, lisse. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas d'obstacle. Puis on arrive, on rentre dans le bâtiment, tous les seuils sont à plat et déjà là c'est très agréable parce qu'on n'a aucun souci. Donc c'est vraiment un gîte polyvalent avec énormément d'espace et donc évidemment l'ascenseur puisqu'on désirait que les personnes puissent venir loger aux étages. Ils ont été pensés à mettre un système sur les portes pour pouvoir refermer la porte quand on est à l'intérieur d'une pièce qui nous évite de nous pencher ou de ne pas arriver à attraper la poignée.
Donc voilà ici une penderie adaptable avec une petite astuce. Donc quand je sais qu'une personne à mobilité réduite vient, je descends tout simplement la tringle et je la mets à la bonne hauteur. Et alors je peux aussi retirer la planche, la remonter, la redescendre, vraiment un peu en fonction du désir de la personne, quoi. Je n'ai jamais été dans un endroit aussi bien adapté, en tout cas à mon handicap. Au niveau touristique, que ce soit un hôtel, un gîte ou un centre de vacances, non, franchement, c'est le top. Et alors, ce qui était primordial aussi, c'est la sécurité, parce que dans un lieu où les personnes handicapées dorment, il faut qu'elles puissent être évacuées en quelques minutes. Donc voilà, ici, vous êtes sur la terrasse d'attente. Donc la barre anti-panique ici qui vous permet d'ouvrir la porte très facilement. Et alors, voilà, tout le monde doit être évacué sur la terrasse ici en 2-3 minutes, quoi. Et alors, voilà, on attend les secours ici. Et alors, l'escalier bien large, vraiment accessible avec des civières. Donc ça, c'est un escalier qui doit être aux normes aussi, au niveau sécurité pour les pompiers, quoi. Donc voilà, ça c'était indispensable pour faire le gîte. C'était la sécurité d'abord. C'est une cuisine super bien adaptée parce qu'elle a été prévue autant pour des personnes valides que pour les personnes, en tout cas en chaise roulante ou en mobilité réduite. Donc la cuisinière, on s'est passé en dessous, donc ça c'est vraiment l'idéal. On peut donc bien cuisiner nous-mêmes aussi ici, on peut participer aux tâches du gîte, c'est ça qui est bien aussi, de ne pas toujours être là dépendant des autres. Donc ça donne vraiment une belle autonomie à la personne. On est vraiment dans un lieu pensé pour tous, accessible à tous, sans aucune discrimination, sans aucune différence. Voilà. Je le conseille et vivement. Je ne vous présente plus les ETA, j'espère. Mais si vous savez, ces entreprises de travail adapté qui permettent à certaines personnes handicapées d'exercer un métier tout en assurant la valorisation de leurs compétences et un processus d'évolution professionnelle, voire même personnelle. Vous voyez ? Bien. Par contre, ce que je vais vous présenter, c'est l'ETA Trait d'Union. Et Geoffrey surtout, qui a intégré la cellule d'accueil de cette structure avec pour objectif final et fougueux de rejoindre le circuit ordinaire de l'entreprise. Alors attention, suspense. Le Trait d'Union est une entreprise de travail adapté qui occupe essentiellement du personnel handicapé, ici sur Moucron. On occupe 190 personnes et on est spécialisé dans tout ce qui est manutention, conditionnement, en règle générale. Pour débuter, en fait, on doit déjà expliquer ce que c'est que la cellule d'accueil. C'est vraiment un outil pédagogique et c'est la liaison entre l'handicap mental qui sort de l'école et le milieu du travail, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent, durant 2 ans, effectuer des contrats d'apprentissage professionnel, ce qui leur permet, puisqu'il n'y a pas à ce moment-là de production qui leur est demandé, ni de vitesse, mais juste d'acquérir les éléments essentiels pour arriver à savoir bosser dans l'entreprise par la suite. Tu te souviens ? Tu devais donc coller l'étiquette juste en dessous. C'était un point précis. Donc là, j'ai marqué sans problème pour toi. Donc là, tu as le petit bonhomme. De quelle couleur ? Bleu foncé. Donc, ça veut dire que c'est... Bien. Voilà. Ensuite, savoir filmer. Alors là, ça n'allait pas du tout. D'accord ? Donc la cellule d'accueil, en fait, c'est pour les gens qui commencent le travail au Trait d'Union, qui n'ont jamais travaillé, qui sortent de l'école. Donc, comme vous voyez derrière moi, ces gens font d'abord des travaux très simples, sous supervision permanente d'un contremaître. Après, petit à petit, ils s'affranchissent et commencent à faire des travaux tout seuls. Je ne savais pas travailler avant, en fait. Je ne savais pas c'était quoi un travail. J'avais travaillé déjà quelque part ailleurs, mais ça n'a pas marché. En fait, je suis reparti à mon école. Et après, j'ai connu le Trait d'Union, en fait, et j'ai resté au Trait d'Union. Geoffrey est arrivé après l'école.
Et à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de collaboration avec les écoles. Et donc on a commencé avec lui au tout début à lui faire des paquets de 2 pièces. Donc ça, c'était la première étape. Il devait apprendre à mettre 4 pièces dans un sac, 6 sacs dans un carton. Et après faire les palettes, filmer les palettes. Puis quand il a su faire 2-3 travaux différents, on l'a laissé un peu plus autonome. Et bon, au fil des mois, il a pris de l'assurance. Et ensuite, il est parti dans d'autres firmes. Je pars du matin chez moi, j'arrive au Trou du Lion, je pointe, on prend la camionnette, on arrive ici, on dit bonjour à Jack, le chef, on reste poli avec les gens qui sont là. Après on commence à travailler, on met le poste en route, on fait tout ça, et après on travaille. J'y vais à fond parce que je sais que c'est important pour le client, et il ne faut surtout pas traîner en fait. Sa qualité, en fait, c'est l'inverse de son défaut. Il est fougueux, donc, mais d'un autre côté, il est rapide. Il travaille toujours, il est toujours actif, il demande toujours ce qu'il y a à faire. Ça, c'est vraiment sa qualité principale, je pense. Dans l'entreprise, Geoffrey fait surtout de l'emballage des profilés plastiques. Il les met par quantité dans un certain carton. Et c'est toujours assez correct et on est très content de lui, en fait. La technique, il y a juste mettre sur la table, des cartons sur la table, mettre des pièces sur la table, fermer la boîte. Après, il faut passer aussi en graffeuse. Et après, c'est fini les 2 pièces, les 2 côtés, je veux dire, on met sur le rack. Ça peut partir à New York, ça peut partir tout partout, en fait. Ce sont des pièces assez différentes, donc il ne faut pas qu'il se trompe. Et donc, il est vraiment autonome et il suit vraiment une machine du début à la fin, une production du début à la fin. Donc c'est une entreprise où il n'y a pas... C'est pas comme chez nous, le risque d'erreur est 0 là-bas. Hein. Je croyais pas que j'aurais arrivé au fait. Je croyais pas que j'aurais gardé mon boulot. Je croyais que dans 2 ans, 3 ans, c'était fini au fait. Il y a beaucoup de gens qui me disaient que c'était impossible. J'ai fait des cours aussi spéciaux et je suis arrivé au fait, comme tout le monde. On sait arriver. En se battant, on arrive. On arrivera toujours. Mais il faut se battre. Il ne faut pas déposer les bras, ça ne sert à rien. Ça sert à rien du tout. Là, des fois, on se dit, on a envie d'arrêter. Non, il faut continuer à se battre. Ah, je pense qu'il n'a pas de problème entre lui et les autres ouvriers. Même à midi, ils mangent ensemble. C'est comme un ouvrier qu'on connaît depuis toujours et qu'il est intégré bien dans la société, en fait. Il est là-bas quand même depuis 2 ans, donc il est vraiment autonome, il gère sa machine, sa production. Donc Geoffrey fait vraiment bien un boulot formidable là-bas. Tant que je peux rester chez Castal, je resterai. Ça, c'est mon rôle de mon travail. Je suis très fier d'arriver ici à mon niveau que j'ai. Il a passé son permis de conduire, bon, c'est vraiment des choses formidables, auxquelles on ne pensait pas quand il est sorti de l'école. Vraiment, c'est un parcours assez extraordinaire. C'est sur cette note positive que se termine votre magazine. Mais pas avant de vous avoir reparlé de cette fameuse journée internationale des personnes handicapées, qui a été proclamée en 1992 par les Nations Unies afin de faciliter l'intégration à la vie politique, sociale, économique des personnes handicapées. Et donc, à cette occasion, de modifier notre regard en bien, bien sûr. Moi, je vous dis au mois prochain sur votre télé locale préférée. À très bientôt. Cette émission vous a été proposée avec le soutien de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le www.awip.be ou formez le 0800 160 61.